Alors bonjour à tous, bienvenue sur Radio Réseaux Sociaux. Il est 16h01. Donc aujourd'hui nous allons nous consacrer au structuralisme. Donc alors qu'est-ce que le structuralisme? Vous entendez déjà ici dire ça. Donc le structuralisme c'est un mouvement aussi bien sociologique, anthropologique, technologique ou alors philosophique. Donc c'est un mouvement du coup qui rallie les liaisons, les relations entre eux pour différents phénomènes. Donc on va en développer différents détails durant l'émission. Donc on va parler de différents auteurs, donc en premier temps Émile Durkheim, puis ensuite Claude Lévi-Strauss, père fondateur du coup du mouvement. Donc pour ce faire, nous allons accueillir aujourd'hui Claire Josselin, écrivain. Bonjour. Eleonora Ledreff, biographe. Bonjour. Et Jeanne Pérez, sociologue. Bonjour. Donc nous sommes ici cet après-midi pour parler d'Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie française. Eleonora, pouvez-vous nous présenter Émile Durkheim en quelques dates? Bien sûr. Alors Durkheim, de son vrai nom David Émile Durkheim, est né le 15 avril 1858 à Épinal dans les Vosges. Et comme vous l'avez dit, Durkheim est l'un des fondateurs de la sociologie française. D'accord. Et est-ce que vous pouvez développer un peu plus son parcours d'études et son parcours professionnel? Évidemment. Tout d'abord, il entre à l'école normale supérieure en 1879, où il va y côtoyer par exemple Jaurès, Bergson ou Blondel. Durkheim veut contribuer par l'enseignement et la recherche à la reconstruction sociale et morale d'une France encore meurtrie par la défaite de Sedan en 1870. Agrégé de philosophie, Durkheim commence sa vie professionnelle en 82 quand il est nommé professeur de philosophie à Sens. Cette même année, il commence des recherches sur la division du travail social, c'est sa thèse principale. En 1885, il voyage pendant un an en Allemagne, où là il va étudier le développement des sciences humaines et sociales et leur essor ensuite en 86. Il sera nommé au lycée de Troyes et se fait remarquer par ses articles sur la philosophie et les sciences de la morale en Allemagne suite à son voyage qu'il a pu faire auparavant. Puis en 87, il est nommé professeur de pédagogie et de sciences sociales à la faculté des lettres de Bordeaux. Alors qu'il est professeur à Bordeaux, l'affaire Dreyfus vient bouleverser sa quiétude. Par sa famille, il est informé des violences urbaines régulières qui se produisent à l'encontre des Juifs à Épinal. Et pour lui, si la situation est grave, l'antisémitisme ambiant est une manifestation superficielle liée à la désorganisation morale profonde du pays. Il est convaincu, comme l'ensemble des israélistes, que Dreyfus est innocent. Il signe dès janvier 1998 la pétition qu'il appelle à la révision du procès après la publication de J'accuse d'Émile Zola. Durkheim entre ainsi dans la lutte dreyfusiste. En 1902, il est nommé professeur à la Sorbonne, à Paris, et également élu à la Chambre des députés. En 1910, il est élu membre du conseil d'administration de l'Université de Paris. Et en ce qui concerne la fin de sa vie, Durkheim va être désespéré par le déclenchement de la guerre 14-18 et surtout lorsqu'il apprend la disparition de son fils André en 1916. Il était porté disparu et le décès de son fils étant confirmé le 24 janvier, il ne se remettra pas de ce choc, donc sa santé va se dégrader et il s'éteindra un an plus tard à l'âge de 59 ans, le 15 novembre 1917 à Paris. On peut dire qu'il meurt de la mort de son fils. D'accord, et justement à propos de sa famille, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa situation familiale? Alors en 1887, il épouse Louise Dreyfus, qui est la fille d'un industriel parisien, avec qui il aura 2 enfants. Il y aura Marie en 1888 et André en 1892. Et on sait que le couple s'installera à Bordeaux. D'accord, ok, bah merci beaucoup. Donc, après notre émission de la semaine dernière sur Max Weber et l'individualisme, je crois comprendre qu'Émile Durkheim n'est pas vraiment dans la même logique, quoi. Donc, l'objet d'étude d'Émile Durkheim était le fait social. Pouvez-vous le développer un peu plus, Jeanne, s'il vous plaît? Alors en fait, pour que la sociologie se constitue comme une science, il faut, selon Durkheim, respecter 2 conditions. Donc il faut d'abord avoir un objet d'étude spécifique et puis avoir une méthode de recherche, donc comme les scientifiques. Les objets d'étude de Durkheim, du coup, sont les faits sociaux. Les faits sociaux, ça peut être en fait des comportements, des actions, des relations, etc. Pour lui, les faits sociaux doivent en fait être traités comme des choses. Et c'est de cette manière qu'on peut avoir une vision objective,
contrairement à Max Weber, justement, Émile Durkheim nous travaille avec une méthode quantitative. C'est-à-dire qu'il va se reposer en fait sur les chiffres et les statistiques. Alors que Max Weber, lui, va se reposer plutôt sur ce que pensent les gens de leurs actions. Donc en fait, pour Durkheim, c'est pas du tout rationnel de faire des entretiens avec les individus pour savoir ce que eux pensent de leurs actions ou de leur comportement. Donc les faits sociaux, pour Durkheim, sont extérieurs aux individus et sont une contrainte pour les individus. Donc c'est ça qu'on appelle le holisme. Donc en fait, le tout domine la partie. Donc le tout, la société, domine la partie, les actions des individus, leur comportement. Tous les choix en fait qu'on fait et qu'on pense être des choix personnels, comme par exemple le choix du prénom qu'on va donner à nos enfants, le choix du sport qu'on va faire, le choix de nos études, c'est en fait le résultat d'une pression exercée sur nous par la société. Oui, d'accord, donc j'interviens pour vous parler d'ailleurs de l'ouvrage de Durkheim sur les règles de la méthode sociologique, puisque se rapporte tout à fait à ce que vous venez de dire, Jeanne, de ce que vous nous avez expliqué. Donc l'œuvre a été publiée en 1894 et nous pouvons y déceler l'idée que les faits sociaux sont des choses et doivent être traités comme tels. Mais si nous considérons les faits sociaux comme des choses, c'est comme des choses sociales. En fait, Émile Durkheim nous dit donc, voilà, que les actes et les choix les plus personnels sont des choix subis par la pression de la société. Donc, par exemple, le suicide qui a fait l'objet d'un ouvrage. En fait, nous pensons que le suicide est un choix très personnel, que nous faisons pour des raisons donc, qui nous appartiennent, bien sûr. Et ce n'est pas du tout ce que démontre Durkheim. Il démontre tout à fait l'inverse, en fait, que le suicide est en fait un acte qu'on subit, en fait, qui nous a été forcé de faire, que la société nous a forcé de faire, en fait. Et donc ça a fait l'objet, le suicide, d'un ouvrage entier pour lui, puisqu'il démontre parmi tous les suicides de la société qu'il y en a en fait il a décelé en fait 4 types de suicides. Donc d'abord le suicide altruiste, c'est le suicide du militaire qui est en fait trop intégré à la société, une hyper-intégration. En fait, les militaires sont super patriotiques et donc ils se sentent très très proches de la société. Et ensuite, l'opposé, c'est le suicide égoïste, c'est le suicide des personnes célibataires qui ne sont pas assez intégrées dans la société. Et ensuite, on a les 2 autres types de suicides. Donc le suicide fataliste, c'est celui des époux mariés trop jeunes, qui ont en fait trop suivi les règles de la société, donc les règles de se marier, fonder une famille, une femme au foyer, voilà, l'archéotype. Et enfin, il y a le suicide anomique, qui est l'opposé du suicide fataliste, c'est le suicide des divorcés, parce qu'il n'y avait pas assez de réglementation, normalement on ne divorce pas, on reste ensemble et puis on vit une belle vie de famille. Oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Du coup, Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus son ouvrage sur le suicide, par exemple? Et oui, j'allais justement vous en parler, vous lisez dans mes pensées. Le suicide, son livre publié en 1897, c'est une étude sociologique empirique où Émile Durkheim met en œuvre les principes méthodologiques qu'il a préalablement définis dans les règles de la méthode sociologique, donc on en a parlé tout à l'heure. Dans cet ouvrage, il défend l'idée selon laquelle le suicide est un fait social à part entière. Donc c'est ce que nous avons expliqué avec Jeanne tout de suite. Le fait social exerce sur les individus un pouvoir coercif et donc extérieur. D'accord, ok. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la solidarité sociale, Jeanne? Oui, bien sûr. Alors avant de parler de solidarité sociale, je vais plutôt commencer avec l'anomie. Parce que l'anomie en fait prend une place assez secondaire dans l'ouvrage d'Émile Durkheim de la division du travail social. Mais elle prend une place plus importante en fait par la suite. Alors en fait l'anomie désigne simplement la pathologie de la division du travail. En fait la division du travail ne produit aucune solidarité sociale.
Les individus n'ont plus besoin n'ont plus besoin de solidarité, puisque c'est le travail à la chaîne, voilà, chacun fait sa tâche individuellement. Mais dans l'ouvrage, donc le suicide, Durkheim montre une plus grande importance pour l'anomie en disant qu'elle touche le monde du travail finalement. Donc en fait, il a un petit peu changé d'avis entre-temps. Donc l'anomie touche le monde du travail, avec la division du travail, mais aussi la vie familiale, donc avec le divorce. Donc avant la division du travail, les individus s'entraidaient naturellement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin ils n'avaient pas besoin de devoir s'entraider, c'était tout naturel pour eux. C'était en fait de la solidarité, ce qu'il appelait la solidarité mécanique. Donc là, on a la notion de conscience collective qui était très forte. Donc la conscience collective, c'est le fait d'avoir des idées, des comportements qui vont dans le même sens. Donc quand il n'y avait pas la division du travail, les gens travaillaient, ils allaient au champ, etc. Ils échangeaient de la nourriture, s'il y en avait un qui produisait quelque chose que l'autre n'avait pas, ils s'échangeaient, voilà, c'était tout naturel. Et en fait, avec la somme des comportements qui vont dans le même sens, des idées, il résulte en fait une forte cohésion. Et en fait, plusieurs parties, donc plusieurs familles, plusieurs individus forment en fait une seule entité. Voilà, donc ça c'est la conscience collective. Mais depuis la division du travail, en fait, les individus ont besoin les uns des autres dans le sens où dans le travail à la chaîne, s'il manque un maillon de la chaîne, donc par exemple s'il manque celui qui visse le boulon, s'il manque plutôt celui qui met le boulon sur la chaîne, s'il manque celui qui met le boulon, celui qui serre le boulon ne va pas pouvoir le faire. Donc la chaîne est brisée. Donc en même temps que les droits des hommes augmentent, donc liberté, etc., la conscience collective baisse, tout simplement. D'accord, ok. Et donc du coup, Claire, est-ce que vous avez des ouvrages qui pourraient illustrer ces propos? Selon moi, on pourrait rapprocher tous ces propos à sa thèse de 1893, qui est intitulée De la division du travail social. C'est une thèse sur le lien social. À cette époque, il remarque que les individus se différencient de plus en plus. Donc la division du travail progresse, excusez-moi, et ce dans toutes les sphères de la vie sociale, donc l'économie, les administrations, la justice, la science. Et d'ailleurs en 1898, il est publié Représentation individuelle et représentation collective, où il introduit l'idée de représentation collective et fixe à la psychologie sociale la tâche d'étudier les représentations sociales. D'accord, ok. Et du coup, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler des 3 sujets auxquels Durkheim a le plus travaillé, donc c'est-à-dire la religion, la morale et l'école, s'il vous plaît? Du coup, je pense que Claire peut peut-être développer sur les 2-3 ouvrages, là. Oui, je pense que ça pourrait se faire, oui. Donc en fait, il étudie ces 3 aspects. Donc, alors avec au centre de la société, à cette époque, la société au centre, quoi. Il a d'ailleurs fait l'explication de ses 3 œuvres principales. Donc le premier étant l'éducation morale, publié en 1903. Il explique alors la contradiction existante entre la dimension collective de la morale et les valeurs humanistes. Son livre publié en 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, où il souhaite analyser la religion la plus primitive et la plus simple comme fondement de toute étude des religions, donc plus élaborée. Et enfin, nous pouvons nous référer à son œuvre publiée en 1922, donc 10 ans plus tard, à savoir l'éducation et sociologie, où il résume et il illustre ici la pédagogie et l'éducation. Donc nous pouvons d'ailleurs remarquer que ces 3 œuvres ont été publiées après sa mort. Alors, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour l'émission sur Émile Durkheim. Donc on se retrouve après pour l'émission sur Claude Lévi-Strauss. Merci à tous d'être venus et puis à tout de suite après une courte page de publicité. Là où l'on rit, là où l'on chante, il y a des amis, il y a du Pepsi. On leur réclame, oui messieurs, dames, qui
qui pense jeune. Pense Pepsi, Pepsi vous plaît, Pepsi merci, Pepsi pour toi, oui, Pepsi pour moi. La vie est belle, toujours plus belle, qui pense jeune. Pense Pepsi,